Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet fascinant, les, euh, les tests d'intrusion, souvent appelés pen tests. C'est ça. On va s'intéresser surtout aux toutes premières étapes. Comment les pros préparent le terrain avant même de chercher une faille. Oui, la phase un peu invisible, mais essentielle. Voilà. On a quelques notes, des extraits qui décrivent bien ces phases initiales. D'accord. L'idée, c'est de comprendre ensemble pourquoi la planification est si critique, et puis comment ils collectent l'info. Alors, pour commencer tout de suite, pourquoi on fait ces tests au juste? Il y a plusieurs objectifs principaux, en fait. Le premier, c'est assez évident, c'est de trouver les failles, les vulnérabilités d'un système. Ok, chercher les points faibles. Exactement. Ensuite, c'est aussi pour évaluer comment le système résiste face à une vraie tentative d'attaque, sa robustesse, si vous voulez. Voir s'il tient le coup. C'est ça. Et enfin, une raison très fréquente, c'est la conformité. Il faut répondre à des exigences réglementaires ou normatives. Ah oui, comme le RGPD par exemple, ou des normes type ISO. Tout à fait. RGPD, ISO 27001, PCI DSS pour les paiements, ça dépend vraiment du contexte de l'entreprise. Et j'imagine que ça ne concerne pas que les sites web ou les serveurs classiques. Oh non, loin de là. Ça peut viser les applications web, bien sûr, les réseaux internes, externes, mais aussi le matériel. Le matériel. Ah bon? Oui, oui, les équipements spécifiques, les objets connectés de plus en plus, et même un aspect très important, le facteur humain. L'ingénierie sociale, vous voulez dire? Le phishing? Voilà. Tester la vigilance des employés face à des tentatives de manipulation, comme le phishing ou même des appels un peu piégés. D'accord. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. La première grosse phase, c'est la planification. Ça sonne très organisé. Pourquoi c'est si important? C'est absolument fondamental pour encadrer l'intervention. L'idée, c'est d'établir un périmètre d'action qui soit clair, qui soit sécurisé et surtout maîtrisé. Pour éviter les catastrophes en gros. C'est un peu ça, oui. Pour éviter de faire des dégâts involontaires ou de sortir du cadre autorisé, ce qui pourrait avoir des conséquences légales ou techniques graves. Logique. Et concrètement, on définit quoi dans ce cadre, cette fameuse portée du test? Alors, on précise vraiment tout. Quel système on a le droit de tester et surtout ceux qu'on n'a pas le droit de toucher, les limites. Ok. On définit aussi les ressources qu'on va utiliser, humaines, techniques. On évalue les risques liés au test lui-même. Ah oui, le test peut être risqué en soi. Bien sûr, un scan trop agressif pourrait perturber un service, par exemple. Donc, on anticipe. On met en place un plan de communication, qui contacter en cas de besoin, et on vérifie tout l'aspect légal, les autorisations. D'accord. Et il y a aussi ces fameuses règles d'engagement, les Rules of Engagement. Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial? Ah, ça, c'est le document clé de la planification. Ce qui est crucial ici, c'est vraiment la précision. On y liste noir sur blanc le périmètre exact, les méthodologies qu'on va utiliser, Les techniques autorisées, quoi. voilà, celles qui sont permises, celles qui sont interdites, le calendrier précis des opérations, qui nommément est autorisé à mener le test, Ok. les canaux de communication clairs pour pouvoir échanger rapidement si besoin, tous les aspects légaux et éthiques, bien sûr, et aussi, très important, un plan gestion d'incident. Au cas où quelque chose se passe mal pendant le test. Exactement. Et enfin, comment on va remettre les choses en état après le test? Le nettoyage, en quelque sorte. C'est vraiment un contrat de confiance et de sécurité entre le testeur et l'entreprise. C'est hyper cadré. Une fois que tout ça est bien défini, bien signé, j'imagine que là on passe à l'action. La chasse à l'info. C'est ça. On entre dans la deuxième phase, la découverte ou la reconnaissance. Le but, c'est de collecter un maximum d'informations sur la cible pour comprendre sa surface d'attaque. D'accord. Et là, il y a différentes manières de faire, j'ai cru comprendre. Oui, on distingue principalement deux approches, la reconnaissance passive et la reconnaissance active. Commençons par la passive. C'est l'approche discrète, si je comprends bien. Tout à fait. L'idée, c'est de rassembler des informations sans jamais interagir directement avec les systèmes de la cible. On utilise des sources publiques. Comme quoi, par exemple? On va analyser le site web de l'entreprise, regarder le code source des pages, chercher des infos sur le propriétaire du nom de domaine via les services OUIS. Des choses accessibles à tous, en fait. Voilà. On va fouiller les réseaux sociaux, LinkedIn par exemple, pour trouver des noms d'employés, des fonctions, les offres d'emploi aussi. Elles peuvent parfois révéler les technologies utilisées en interne. Ah, malin. Les forums techniques, les archives publiques. L'avantage énorme, c'est que c'est furtif. Normalement, la cible ne détecte absolument rien. Ok. Et l'autre approche, la reconnaissance active. Là, on touche la cible. Oui, là, on interagit directement avec l'infrastructure visée. C'est évidemment plus intrusif. Et donc plus risqué. Exactement.
Ça peut déclencher des systèmes de détection d'intrusion, des alertes chez l'équipe de sécurité de la cible, mais les informations qu'on récupère sont souvent beaucoup plus techniques, plus précises. Et ça ressemble à quoi ces interactions? Sans faire une liste d'outils longue comme le bras. Bon, on va essayer par exemple de voir quelles machines sont allumées sur le réseau, quels ports sont ouverts, quels services tournent dessus. C'est ce qu'on fait avec des scans de ports, des outils comme Nmap. D'accord, cartographier le réseau visible. C'est ça. On peut essayer de récupérer la bannière des services, c'est-à-dire l'information qu'ils donnent sur leur version. Une vieille version, c'est souvent une porte d'entrée. Identifier les logiciels potentiellement vulnérables. Voilà. On peut utiliser des scanners de vulnérabilité automatisés, comme Nessus ou OpenVAS, qui vont chercher des failles connues. On peut faire de l'énumération DNS pour comprendre l'architecture. Et même l'ingénierie sociale, mais de façon ciblée, peut être vue comme de la reconnaissance active. Envoyer un petit mail de phishing ciblé, par exemple. Ça pourrait, oui, si c'est dans le périmètre autorisé. Tout dépend des règles d'engagement, encore une fois. C'est toujours un équilibre à trouver entre l'efficacité, le besoin d'information et la discrétion ou le respect du cadre légal. Ok, donc si on essaie de résumer un peu tout ça, on a d'abord une planification béton, hyper rigoureuse. C'est la base de tout. Indispensable, oui. Et ensuite, la collecte d'informations. Soit en mode espion discret, passif, sans se faire voir, C'est ça. soit en allant tester directement la cible de manière active, ce qui donne plus d'infos techniques, mais comporte plus de risques d'être détecté. Vous avez parfaitement résumé. Ces deux premières phases, planification et reconnaissance, elles posent vraiment les fondations d'un test d'intrusion réussi et mené de façon responsable. La qualité du travail fait ici, elle détermine en grande partie le succès des étapes suivantes, celles où on va vraiment essayer d'exploiter les failles trouvées. C'est très clair. En fait, la rigueur de ces étapes initiales, c'est ce qui différencie un test professionnel d'une simple tentative de piratage un peu au hasard. D'accord. Pour finir, même quand c'est autorisé, l'utilisation de techniques comme l'ingénierie sociale, même en reconnaissance active, ça pose quand même des questions éthiques, non? Où est-ce qu'on place la limite entre un test légitime, contrôlé, et une forme de manipulation, même si elle est encadrée? C'est une réflexion importante à avoir, je crois.